Bienvenue dans les dossiers noirs. Des affaires qu'on préférerait laisser dormir. Des crimes réels. Des histoires sorties de l'ombre. Certains dossiers, je les sens dès que je les effleure. Celui-là, je me méfiais, même avant de l'ouvrir. Les types trop parfaits, ça m'a toujours mis mal à l'aise. Bundy, c'est l'exemple. Beau gosse, intelligent, drôle. Le genre de gars à qui on confie les clés de sa maison. Et pourtant, derrière le charme, derrière le sourire, le vide, le mal. Theodore Robert Bundy, 1946. Il naît dans un hôpital pour mère célibataire. Sa mère, Louise, jeune, effrayée, le confie d'abord à ses parents. Il grandit alors en croyant que sa mère est sa sœur. Les secrets chez lui, c'est une tradition. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que ça commence pas bien. Enfant poli, réservé, brillant. Il observe beaucoup, toujours. Il apprend à lire les gens comme d'autres lisent un manuel. À l'adolescence, il découvre qu'il peut plaire. Il s'en amuse. Le charme devient une arme, bien avant qu'il s'en rende compte. Dans les rapports d'époque, les profs disent « un garçon brillant, timide, discipliné ». Ce que personne n'a vu, c'est cette colère froide derrière ses yeux. Celle de l'enfant qui comprend qu'on lui a menti sur tout. Dans les années 70, Bundy entre à l'université. Il étudie le droit. Membre du Parti républicain, il s'occupe d'une ligne téléphonique d'aide aux victimes. Le paradoxe à l'état pur. Le futur tueur qui rassure les victimes. Il rencontre Stephanie Brooks. Elle est belle, elle est sûre d'elle, elle est riche. Il l'aime, ou du moins, il aime l'image qu'il a d'elle. Quand elle le quitte, quelque chose va se briser chez lui. Le besoin de contrôle, déjà là depuis l'enfance, devient une obsession. Plus tard, il dira qu'à ce moment-là, il a compris comment manipuler, comment sourire, comment mentir, comment séduire pour mieux piéger. On assiste à la naissance d'un prédateur invisible. Autour de lui, tout le monde trouve Bundy charmant. Même les policiers, plus tard, auront du mal à croire qu'il est coupable. C'est ce qui fait de lui un monstre si dangereux. Bundy ressemble à tout le monde. J'en ai vu des gars comme lui. Pas beaucoup. Des types qui, quand ils vous regardent, vous donnent l'impression d'exister. Et puis quand vous détournez les yeux, ils disparaissent comme ça. 1974, on est à Seattle. Les disparitions commencent. Des étudiantes, toutes jolies, brunes, les cheveux longs. C'est son type. En 6 mois, 6 femmes. Toutes disparues, sans trace. Et personne ne soupçonne le jeune homme au sourire rassurant qui arpente le campus. Bundy utilise toujours la même mise en scène, toujours le même mode opératoire. Un bras dans le plâtre, une écharpe. Il demande de l'aide pour porter un objet jusqu'à sa coccinelle Volkswagen. Les jeunes femmes acceptent, elles ne se méfient pas une seule seconde. Elles montent dans la voiture. Elles n'en redescendront jamais vivantes. Linda Healy, Janice Ott, Denise Naslund. Les noms s'alignent dans le rapport comme des lignes de dossier qu'on n'a pas envie de lire. J'ai vu les photos du parking où la coccinelle était garée. Un lieu banal, trop banal. Et c'est justement ça le plus glauque. Tout ça n'avait rien d'extraordinaire.
et passait complètement inaperçu. La police enquête, mais elle tâtonne. Des témoins parlent d'un certain Ted, beau garçon volontaire et souriant. Mais dans les années 70, il y en a pas mal des Ted à Seattle. Et Bundy s'est changé de ville dès qu'il se sent en danger. Utah, Colorado, Idaho, les disparitions continuent. À chaque État, la même signature. Et à chaque fois, le charme comme arme fatale. Bundy ne frappe pas par colère. Il frappe pour revivre une image, encore et encore. Celle de Stephanie, la femme qu'il a rejetée. Ses victimes sont toutes des copies conformes de son premier amour. Quand j'ai lu ça, je me suis dit que le pire chez lui, c'était pas la violence. C'était la constance. Cette froideur. L'assurance d'un homme qui se sent intouchable. Il tue ses victimes, les viole. Il revient même sur les lieux du crime, plusieurs jours, plusieurs semaines après, pour violer les cadavres. L'horreur totale. Assassin, tueur en série, nécrophile. « 1975. Un soir, un agent repère une coccinelle qui roule sans feu arrière. À l'intérieur, menottes, pieds de biche, masque. Bundy est arrêté. Mais il a le verbe facile, l'air propre, le costume bien repassé. Alors, on le relâche. Quelques semaines plus tard, une jeune femme survit à une tentative d'enlèvement. Elle le décrit. Même voiture, même gars charmeur. Bundy est identifié. Il est arrêté, mais même en prison, il trouve le moyen de s'évader. Pas une fois, 2 fois. La deuxième, il s'évade par le plafond de la bibliothèque du comté. Il sort en costume, valise à la main, comme un employé modèle. Personne ne le remarque. Il se fond dans le décor. Alors il reprend la route, direction la Floride. Bundy a envie de soleil. Et là, il recommence. Les rapports parlent d'un massacre dans une résidence universitaire. 4 jeunes femmes attaquées pendant leur sommeil. Toujours en cavale, Bundy sera rattrapé quelques semaines plus tard, épuisé, errant. Quand il voit les flics, il sourit encore, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Quand on relit les rapports d'enquête, on comprend qu'il n'y a rien de spontané. Bundy planifiait tout. Marge d'erreur, 0. L'endroit, l'heure, le sourire qu'il allait utiliser, le stratagème. Un chasseur méthodique. Après le rapt, il savait disparaître. Des montagnes du Colorado jusqu'aux forêts de l'Oregon. Des kilomètres de route. Des lacs. Où il passait ses nuits. Il choisissait les lieux et laissait très peu de traces. La plupart du temps, on retrouvait juste une empreinte de pneu. Et encore. C'est ça qui fait peur, quand le crime devient géographique, quand la carte entière se couvre de petits points rouges. Là, on peut commencer à se poser des questions. Et puis, il y a ces retours. Les enquêteurs ont noté qu'il revenait sur les lieux, parfois plusieurs jours après, pas pour effacer les preuves, mais pour revivre le contrôle. Il disait qu'il ne supportait pas l'idée de perdre,
qu'il devait garder la main, même après. Il contemplait les corps, en abusait encore. La forme la plus glaciale du pouvoir et de la possession. « 1979, à Miami. Premier procès criminel filmé à la télévision américaine. Les États-Unis sont passionnés. Bundy se défend seul. Transforme la salle en théâtre, en cirque. Il se met en scène. Les spectateurs se pressent comme à un spectacle. Les journalistes parlent de lui comme une star de cinéma. Il joue avec les caméras, séduit les jurés, s'adresse au public. Même les journalistes ont du mal à rester objectifs. Il séduit, toujours et encore. Ce cirque est insupportable pour les familles des victimes. J'ai regardé le procès. Peut-être que vous aussi d'ailleurs. Ce qui m'a glacé, c'est pas ce qu'il dit. C'est la facilité avec laquelle il le dit. Il parle du meurtre comme d'un examen de droit. Les preuves s'accumulent, pourtant, empreintes, témoins, ADN. Les familles se lèvent, les regards brûlent. Bundy, lui, reste impassible. À la fin, le juge le condamne à mort et lui dit cette petite phrase. C'est une tragédie pour la société de voir un jeune homme aussi brillant perdre sa vie de cette manière. Il a même évoqué que Bundy aurait fait un bon avocat. Même au moment de sa sentence, on lui trouve encore des excuses. J'ai trouvé ça insupportable. A judge in Miami today followed the jury's recommendation and sentenced Theodore Bundy to die in the electric chair for the murder of two co-eds. 10 ans. Bundy va passer 10 ans dans le couloir de la mort. 10 années à recevoir des lettres d'admiratrices, à donner des interviews. Jusqu'à la veille de son exécution, il continue de parler, d'analyser, de séduire. Quelques heures avant la fin, il va reconnaître 30 meurtres. Certains dossiers se referment. Malheureusement, d'autres resteront sans nom. Le 24 janvier 1989, Bundy fait la connaissance de la chaise électrique. Devant la prison, une foule applaudit. Tout le monde chante. Célèbre la fin du monstre. Moi, je regarde cette image depuis des années et j'arrive toujours pas à savoir si on fêtait sa mort ou si on fêtait la nôtre, débarrassé de ce qu'il nous renvoyait, notre fascination pour le mal. Bundy n'a jamais été un monstre sorti de nulle part. C'était un visage connu, un sourire propre, un costume impeccable. Il a montré que le mal peut avoir du charme. C'est justement ce qui le rend si dangereux. Ce dossier, je le referme doucement. Et j'espère ne jamais croiser un autre regard comme celui de Theodore Bundy. C'était le dossier noir de Ted Bundy. D'autres affaires vous attendent. Alors, à bientôt.